Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, salutations. Je m'appelle Gabriel Benda, je suis ingénieur informatique de formation, architecte solution dans la mise en place de systèmes d'intelligence artificielle. De manière générale, l'IA n'échappe pas à la mise en place d'une architecture solution, d'une architecture de mise sur pied d'un système informatique, d'un système de microservices qui va donc être capable de traiter toute une chaîne d'informations au sein d'une grande entreprise, par exemple. Et ici, la raison principale pour laquelle, d'ailleurs, je précise, ça fait longtemps que je n'ai pas fait assez de vidéos et mon métier principal, c'est de ne pas faire de vidéos comme beaucoup de youtubeurs là d'ailleurs, parce que je n'en suis pas un youtubeur au quotidien. Je travaille, je suis dans des projets très des projets pharaoniques d'ailleurs, des projets de grande envergure, et donc je n'ai pas assez de temps souvent de vous détailler le cœur de mon métier, donc de vous présenter les résultats de ce que je fais au quotidien tout simplement. Aujourd'hui quand même, il m'a paru essentiel de partager avec vous le peu de connaissances en tout cas, mais assez vaste et riche pour que vous puissiez aller plus loin dans la question de l'intelligence artificielle. Je le dis de manière très humble en fait, même si je sais, je n'ai pas pour habitude de me mettre en avant parce que j'estime que il y a toujours de choses à découvrir, il y en a plein de sujets là d'ailleurs qu'il faudrait aller creuser en profondeur, mais comme on est dans un monde dans lequel il suffit simplement de partager du bullshit là d'ailleurs, beaucoup de youtubeurs entre guillemets, de personnes qui ne maîtrisent pas l'IA, de personnes qui ne savent même pas de quoi elles parlent en particulier, se précipitent pour rapidement balancer du contenu bullshit que moi je considère. Et aujourd'hui, il m'a paru et très essentiel, urgent d'ailleurs, de rectifier un certain nombre de choses là d'ailleurs, qui voudraient que lorsque vous avez un minimum de connaissances dans le sujet, lorsque vous savez de quoi vous parlez, vous devriez venir apporter un peu de rectification, un peu de lumière, si je peux dire ainsi, à la masse, au troupeau. Et ceci de manière très humble. Alors, sans plus tarder, je vais vous amener au cœur de la problématique même de l'IA, de ce pourquoi les grandes entreprises adoptent et n'adoptent pas d'ailleurs, et dans quel cadre justement faudrait-il adresser le genre de problématique que je m'apprête à vous présenter, les systèmes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui donc, comme vous le savez déjà, nous sommes au cœur des LLM, principalement donc la branche des grands modèles de langage qui a vraiment le vent en poupe sur la partie de l'intelligence artificielle, bien que les agents intelligents de plus en plus sont en train de faire le PC dans l'écosystème de l'IA, mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, notamment avec l'exemple grandiloquent de ChatGPT, Claude chez Anthropic, Gemini chez Google, etc. Bref, vous avez aujourd'hui des modèles, des grands modèles de langage assez matures pour être adoptés au sein des grands systèmes d'information, donc auprès des grandes organisations, des grandes entreprises. Ça, c'est le cœur de mon sujet, parce qu'au quotidien, je travaille avec ces organisations-là. Donc là, on parle clairement de grandes entreprises, hein, on parle de milliers d'employés déjà, à minima, et avec des budgets conséquents, dépassant le million d'euros, et voire plus d'ailleurs. Et on parle même de fois des centaines de millions d'euros pour pouvoir mettre sur pied des systèmes véritablement intelligents. Alors, pour commencer ce sujet et vous présenter quelques notions très simples, hein, bien sûr, vous allez voir que le but n'est pas de présenter la complexité des choses de manière complexe, mais toujours de présenter les choses avec une certaine pédagogie, une certaine rigueur d'ailleurs, une certaine rationalité pour créer de la cohérence et vous montrer à quel point d'ailleurs il est donc facile. Alors, facile, faut bien qu'on s'entende bien. Dans une certaine mesure, la mise sur pied de systèmes d'intelligence artificielle. Sans plus tarder, je vais vous présenter un projet en particulier. Bien sûr, le projet, j'ai eu le droit de vous présenter ce projet-là parce que c'était un projet qui était assez critique. Il a déjà été implémenté. Il est en cours de finalisation. J'ai simplement renommé le projet avec un autre nom. Mais toujours est-il que dans les grandes idées, le projet reste en soi le même qui est en train d'être déployé au sein d'une grande entreprise actuellement, une start-up de la Silicon Valley. Et j'ai eu donc le droit de vous présenter ce projet-là aujourd'hui sur cette chaîne. Donc, avant de commencer, likez
partagez et abonnez-vous massivement à la chaîne, car nous allons entrer dans véritablement une méthodologie. Bien sûr, à travers cette présentation, je vous présente également une méthodologie de mise sur pied de tous vos projets de grande envergure, de système intelligent. Quand je parle de grande envergure, de système intelligent, je vous ne parle pas simplement le fait de taper un prompt sur ChatGPT, le fait de poser une question, une instruction, etc. Ici, ce n'est pas ce niveau auquel nous en sommes. J'estime que celles et ceux qui regardent cette chaîne et qui sont abonnés à cette chaîne savent déjà faire ce minima de prérequis. Donc là, on est véritablement au cœur. Là, je vais vous amener au cœur de ce qui fonde réellement la validation ou pas de la mise sur pied d'un système dit intelligent. Pour commencer, je pense que vous voyez déjà mon interface. J'ai simplement nommé ici compréhension idiote de l'IA. Donc, c'est-à-dire, je vais simplement détailler de manière très simple, en fait, en des termes très, très simplistes, mais sans nier la complexité derrière, bien sûr, sans dégrader le niveau de compréhension qu'il faudrait avoir pour pouvoir prolonger la réflexion. Alors, là, vous avez l'interface donc de ChatGPT. J'ai ici la version 4.0. Alors, vous savez déjà, aujourd'hui, quand vous posez un prompt, quand vous tapez une instruction ici, ChatGPT vous donne une réponse, voilà, vous répond tout simplement. Simplement, ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à bien prendre en compte, à bien prendre en considération, c'est que nous sommes entrés dans une ère où l'information est là. L'information est partagée, l'information est distribuée. La raison pour laquelle il faudrait utiliser ChatGPT, c'est pour aller plus vite dans la mise sur pied de vos idées. C'est vous qui avez l'idée. ChatGPT n'est que, entre guillemets, quelqu'un à qui, s'il faudrait personnaliser l'outil, quelqu'un à qui on délègue en fait une réflexion pour aller plus vite. Mais l'idée de réflexion, c'est vous qui avez cette idée. C'est vous qui avez la vision. Et donc, ChatGPT vient simplement accompagner cette vision. Dans le cadre de mon travail et de ce que je fais au quotidien, lorsque je travaille avec des grandes entreprises, mon but, en tant qu'architecte solution de système d'information, c'est de pouvoir penser le système dans sa globalité. Penser le système dans sa globalité nécessite d'avoir une vue transverse, une vue 360 degrés, de comprendre en fait comment par exemple intégrer ChatGPT au sein du système d'information. Donc il faudrait avoir un aspect simplement déjà de sécurité, de fuite de données, parce qu'évidemment, n'oubliez pas, vous utilisez donc ChatGPT, derrière vous avez OpenAI qui est détenteur de l'infrastructure, disons, d'un ensemble de données qui vont être entrées au sein de l'API de ChatGPT. OK? Donc, il y a ces aspects de sécurité, de gouvernance de données. La gouvernance de données, c'est quoi? C'est de dire, en fait, d'avoir le contrôle sur sa donnée. Le contrôle, le périmètre, d'avoir tous les aspects de passerelle, d'intermédiation, etc., où la donnée entre, où elle sort et comment cette donnée est-elle traitée. Ça, voilà globalement ce qui définit la gouvernance de données. Il y a également aussi d'autres aspects d'efficacité. Lorsqu'on met sur pied un système d'information, quelle que soit la technologie, là d'ailleurs, la blockchain, la crypto-monnaie, enfin bref, qui est une émanation évidemment, enfin une application directe de la blockchain, mais quelle que soit la technologie, 5G, etc., vous devriez toujours penser en termes d'architecte solution, donc de quelqu'un qui pense le système, qui a une vision 360 degrés, d'avoir ces idées claires dans la tête. Alors ici, cette chaîne et le but principal, comme je vous ai dit, c'est de pouvoir vous présenter des sujets de grande envergure, des problématiques et des projets qui nécessitent quasiment des centaines de millions d'euros et de dollars pour pouvoir être finalisés. Pour faire cela, on entre véritablement au cœur de l'usage concret. Parce que vous imaginez bien que si donc une grande entreprise doit dépenser, ou un entrepreneur milliardaire doit dépenser des centaines de millions d'euros sur un projet, c'est parce que cette personne estime que l'IA derrière va rapporter beaucoup plus que ça.
Et donc, c'est en cela que je me présente réellement en tant qu'architecte solution pour pouvoir accompagner les grandes entreprises ADIO qui mettent ces projets en place. Et aujourd'hui, donc, le sujet principal est de vous présenter un des sujets sur lesquels j'ai travaillé ces derniers mois et dans lequel je vais vous amener pour pouvoir vous décortiquer petit à petit la problématique déjà et la solution qui en découle et qui est en train d'être mise sur pied. D'accord. Ici, le sujet, si vous voyez mon écran, ok. Alors, l'idée principale, c'est quoi? C'est que nous avons, alors déjà, je vais revenir à l'interface du ChatGPT. Disons, on va poser la question, comment rédiger un poème, par exemple. Alors, disons, prenons ici, comment rédiger un poème sur la nature. Ok, voici ChatGPT qui est en train de me répondre. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que ChatGPT, donc un LLM une fois de plus, ne comprend pas cette question telle que nous, humains, nous comprenons cette question. J'ai déjà parlé de ça maintes fois à foison, etc. Je vais pas revenir là-dessus. Mais prenons l'exemple que ici, c'est simplement une idée que j'essaye de comprendre. Donc, je pose la question à ChatGPT. Ce qu'il est en train de me faire, c'est de pouvoir aller dans sa base de connaissances, parce qu'il était entraîné sur des milliards et des milliards de données, donc sur des textes, etc. Donc, il est capable de pouvoir utiliser son architecture derrière, qui est donc l'architecture des transformeurs. Je vous renvoie à la question des transformeurs. Comment on utilise en fait l'attention, en fait, justement entre les mots pour pouvoir récupérer la bonne information. Comment un LLM fait pour pouvoir donc vous proposer ou suggérer une réponse en termes de probabilité beaucoup plus cohérente qu'une autre dans sa base de connaissances. Le souci c'est quoi? Le souci c'est que pour intégrer, et là suivez-moi vraiment bout en bout, pour intégrer ChatGPT dans un système d'information, la première des choses, déjà, je vous précise bien déjà, c'est problématiquement pour une entreprise la question de la sécurité. Donc, je vous ai parlé précédemment. Sécurité, est-ce que les données de l'entreprise vont fuiter? Sachant que si vous êtes en Europe, par exemple, il y a la question, évidemment, donc de la gouvernance, il y a la question de tout simplement qui sera responsable, évidemment, de la maîtrise de la donnée en fin de course. Si demain, le gouvernement Trump ou l'administration américaine, quel que soit le parti démocrate ou républicain, viendrait à ordonner des géants de la tech américains à retenir un certain nombre de données, si vous êtes une entreprise en Europe ou dans le monde entier, vous ne pouvez rien y faire si vous avez intégré ChatGPT au sein de votre système. Il y a des méthodologies là d'ailleurs, mais voilà une problématique essentielle pour les grandes entreprises. C'est d'abord la première des choses à laquelle les grandes entreprises vraiment font face lorsqu'il faut pouvoir déployer des systèmes d'intelligence artificielle d'ailleurs. Bien évidemment qu'il y a Mistral, donc en Europe, en France particulièrement, qui est une alternative à OpenAI. Mais bon, avec le temps, on verra ce que donnera Mistral, parce que j'étais d'ailleurs, petit aparté, évidemment, au salon Vivatech aujourd'hui, où j'ai pu découvrir un certain nombre d'innovations. Je reviendrai là-dessus sur une prochaine vidéo, mais disons que l'écosystème, en tout cas américain, est beaucoup plus riche et va beaucoup plus rapidement que l'écosystème européen. Ceci étant, cela vous demande en tant qu'entrepreneur ou entreprise de penser au préalable en fait la retention et la maîtrise de vos données au cœur de vos systèmes d'information. Je passe sur cette première partie d'analyse. La seconde partie d'analyse, c'est maintenant. Une fois que j'ai donc décidé d'intégrer un LLM au cœur de mon système d'information, la question maintenant, c'est comment ne pas dégrader mon système d'information par rapport au modèle actuel. Quelle serait la valeur ajoutée, donc la plus value concrète réellement que cette intégration au cœur de mon système d'information à l'actuel apporterait. D'accord? Et je dois pouvoir
apporter de la valeur ajoutée sans dégrader les performances de mon système et donc permettre à mes utilisateurs, à mon écosystème d'avoir une dimension encore plus riche, plus moderne, etc., plus innovante, tout le reste, tout ce que vous voulez. Voilà donc les deux ensembles, si je puis dire, de problématiques auxquelles les grandes entreprises sont confrontées. Et derrière, au sein de ces deux grands ensembles, en fait, vont se poser maintenant la question du déploiement. Comment déployer donc ces méthodologies avec une rigueur, une cohérence bien assidue. C'est là où on fait appel, par exemple, aux profils comme les miens. D'accord? Ici, je vais vous montrer justement le cœur de ce qui se passe derrière. Donc, par exemple, je vais poser la question à ChatGPT. Comment fait-on pour déployer, d'accord, un système, un SI dans lequel je voudrais intégrer un LLM, on va dire plutôt comme ceci. D'accord? On pose la question. Alors, bon, vous voyez comme moi, d'accord? Déployer un système d'information intégrant un LLM, donc un grand modèle de langage, Large Language Model, est un projet complexe qui mêle des compétences en architecture logicielle, c'est ce dont je vous parlais précédemment, infrastructure, donc on parle évidemment ici de la gouvernance, de la rétention, sécurité et intelligence artificielle dans sa compréhension. Donc, quel problème résout-on? Quelle est donc la valeur ajoutée que j'apporte en mon système d'information? Où, en tant que lieu, le LLM intervient-il? Sur la chaîne, comme je vous ai dit, avoir une vision 360, une vision transverse de mon système d'information de bout en bout, où intervient le LLM en question. Donc, il faudrait penser ça, sans dégrader les performances du système. Choisis le type de LLM intégré. Donc, est-ce que j'utilise ChatGPT? Est-ce que j'utilise Claude? Est-ce que j'utilise Mistral? Est-ce que j'utilise Gemini? Bref, ou DeepSeek. Il y en a plein de choses derrière. Il y en a plein d'alternatives. Le budget, hein, bien sûr, et tout le reste, et définir l'architecture. Là, c'est véritablement le cœur de cette vidéo. Je vais vous amener dans la définition réelle de l'architecture d'un SI qui coûte des centaines de millions d'euros. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Je vous amène ici donc dans la compréhension d'un besoin qui nécessiterait des millions d'euros pour pouvoir être mis en pratique dans un système d'information. Si on est donc dans cette perspective-là, c'est parce qu'on a identifié un besoin très très pointu, un besoin qui va apporter à coup sûr de la valeur ajoutée, et donc on va pouvoir commencer tout de suite. Je vais vous présenter le système en question et vous montrer les problématiques derrière inhérentes à ce genre de problème. Donc sans plus tarder, ici je vous présente quoi? Je vous présente NeuroIndex. Alors, NeuroIndex, alors le nom il a été changé, j'ai eu le droit, d'accord? Ok, c'est la raison pour laquelle je vous présente, sinon je ne pouvais pas vous présenter cela, puisque comme je vous ai dit, ceci n'est que une ébauche pour l'instant d'un grand ensemble de projets qui utilisent ce système que je m'apprête à vous présenter. Ici c'est quoi? Ici nous sommes dans un environnement critique, par exemple, dans un domaine tel que la santé, le juridique, la défense, ou un système dans lequel les données des clients, des utilisateurs sont très critiques. On ne peut pas, je précise bien, dans ce genre d'environnement-là, uniquement intégrer, connecter un composant de notre architecture actuelle avec ChatGPT sans pour autant penser réellement comment l'intégration de ChatGPT va s'effectuer le plus pointu possible en fait, de manière minutieuse en fait. C'est-à-dire que lorsque ChatGPT vous donne une réponse ici, d'accord, ok, ChatGPT va chercher, comme je vous ai dit, dans sa base de connaissances parce qu'il a été entraîné, etc. Si maintenant, comme je vous ai dit, nous sommes dans un environnement très critiques tels que la santé, le juridique, la défense, vous conviendrez que les données des utilisateurs sont des données assez sensibles.
Et donc, dans ce contexte-là, il faudrait que lorsque un utilisateur, donc, en supposant qu'on a intégré ChatGPT, donc, en mettant sur pied, donc, effectivement, notre propre système d'IA au sein de l'entreprise, lorsque les utilisateurs vont utiliser ce système-là, lorsqu'ils vont entrer des prompts, d'accord, bidule, blablabla, ok, comme ça, la réponse en sortie devrait être une réponse contextualisée, factuelle, précise, avec des sources, ok. Je précise bien. La réponse en sortie devrait être une réponse contextualisée, factuelle, précise, avec des sources. Le problème, c'est que lorsque vous utilisez ChatGPT au quotidien, certains ne se rendent pas compte que parfois ChatGPT vous donne de fausses réponses. Parce que évidemment, il faudrait que il remplisse entre guillemets des blancs. C'est ce que l'on appelle le phénomène d'hallucination, par exemple. Donc, on dit ici que le LLM en question hallucine parce que il vous répond malgré tout, mais pour autant, il vous donne des réponses pas justes ou des réponses partielles. Ça, c'est donc une problématique du phénomène d'hallucination qui se conjugue et qui se voit réellement lorsque un LLM ne prend pas en compte en fait les sources de données correspondantes. Parce qu'évidemment aussi, la réponse que vous posez est une réponse, par exemple, toute nouvelle, qui échappe aux données d'entraînement du système d'intelligence artificielle. Maintenant, une des particularités dans le monde de l'intelligence artificielle pour minimiser ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation. En gros, quand on pose une question à ChatGPT, on l'oblige d'abord au préalable d'aller chercher dans une certaine base de connaissances mise à jour, une base de connaissances riche, une base de connaissances qui a été qui est volontairement mise à jour et tenue en compte par l'entreprise comme source fiable de données. À partir donc de cette base de connaissances, on récupérera les informations factuelles, précises, contextualisées, auxquelles on rajoutera simplement le contexte à partir donc du grand modèle de langage, ChatGPT, Claude, etc., pour pouvoir restituer une information à l'utilisateur au final. Voilà la méthode aujourd'hui standard qui est utilisée pour pouvoir donc minimiser ce phénomène d'hallucination. Alors, tout simplement, comment on pourrait dire, c'est quoi le phénomène d'hallucination? Hallucination au sein des LLM. Pour que vous puissiez comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, le phénomène d'hallucination chez les LLM désigne le moment où un modèle génère des réponses incorrectes, donc ça peut être partiel, inventées ou trompeuses sans avoir conscience, mais en la présentant comme crédible. Donc, si vous ne prêtez pas attention, vous allez avoir de fausses réponses parce que simplement derrière le système, comme il faudrait qu'il remplisse en tout cas des blancs, donc il faudrait qu'il réponde à coup sûr. Pour autant, il ne prend pas en considération le contexte réel de votre question, de votre prompt en particulier. Donc ici, halluciner pour un LLM, c'est fabriquer des informations fausses ou fictives, parfois très convaincantes, d'accord, c'est là l'astuce parfois très convaincantes, même si elles n'existent dans aucune base de données réelle. D'où pourquoi je vous ai parlé du fait que une base de données donc va être mise sur pied à disposition du LLM, une base de données qui sera tenue par l'entreprise parce que l'architecte solution, un profil comme le mien, aura mis sur pied ce système en question. On obligera donc premièrement le système, donc le LLM, l'IA, d'aller taper dans cette base de données pour récupérer là où les bonnes informations. Comme ça, on est sûr que, quel que soit le contexte qui sera rajouté derrière, puisque, in fine, simplement, nous voudrions que la réponse factuelle soit récupérée à partir de cette base de données, pardon. Et donc, le LLM, son seul rôle au final, ce sera simplement d'apporter du contexte à cette réponse-là. Et comme ça, on minimise, in fine, le phénomène d'hallucination auprès de l'utilisateur. Donc,
pour aller un peu plus rapidement, les LLM ne savent rien, comme je vous ai dit, au sens humain. Ils prédisent les mots les plus probables au sens probabiliste en fonction du contexte. Donc, résultat, pensez-y toujours à chaque fois. S'ils n'ont pas assez de contexte, ils comblent les trous. Donc les blancs, ils remplissent des blancs, tout simplement. S'ils sont entraînés sur des données bruitées, ils répètent des erreurs. Donc le bruitage également est un phénomène que l'on combat au quotidien lorsqu'on est véritablement un expert dans l'IA. Ils n'ont aucune capacité de validation factuelle. Donc, la connaissance appartient ici au métier. La connaissance appartient à l'humain. C'est une des raisons pour lesquelles, et je précise, je l'ai toujours dit, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer les humains en soi. Simplement, ça va remodéliser le monde du travail. Et ceux qui sauront utiliser l'IA vont avoir un travail ou une place dans l'écosystème de l'IA. Toujours est-il que la connaissance reste au sein du métier, au sein de l'humain. Voici donc les exemples d'hallucination. Ok, une fiction factuelle. Le modèle dit que, par exemple, Victor Hugo est mort en 1975. Voilà. Moi, j'ai pas la date exacte là tout de suite, mais je pourrais regarder. Toujours est-il que ce n'est pas la bonne date, d'accord? Une source, par exemple, inventée. Il invente un article scientifique ou un lien Wikipédia inexistant. C'est aussi pourquoi il faudrait faire attention à la mise sur pied, à l'usage de l'IA par les plus jeunes, parce que les plus jeunes sont assez susceptibles de prendre tout de ce que l'IA dit là d'ailleurs. Si vous constatez bien aujourd'hui, par exemple, il y a tout un tas de crétins là d'ailleurs, crétins au sens étymologique. Je le dis sans insulte, mais tout simplement à juste titre. Il y a tout un tas de crétins là d'ailleurs qui, dès lors que vous discutez ensemble, comme c'était le cas avec Google, on dit, bon, aujourd'hui maintenant, tape sur ChatGPT pour voir ce que ChatGPT dit, comme si c'était une valeur évangile, etc. Non. Faites attention à ce qui est renvoyé par ces outils-là d'ailleurs, parce que, comme je vous ai dit, derrière, ce ne sont que des données, des datas entraînées à un certain temps. Donc, la data également a un temps de validité, un temps de péremption entre guillemets, et si le LLM n'est pas mis à jour régulièrement, la réponse que le LLM pourrait fournir pourrait être une réponse fausse, fictive, et donc ici on se retrouverait dans le cadre du phénomène d'hallucination. Je vous ai dit maintenant, bon, je pense que j'ai assez détaillé là-dessus, en vous montrant des exemples et en vous présentant dans quel cadre, dans quel cas cela arrive, ok? Maintenant, donc par exemple, si on prend encore ici un cas très concret et un impact assez puissant de ce que pourrait causer l'impact d'hallucination au sein des LLM, c'est quand par exemple, si on se place dans un cadre juridique ou médical. Donc, si dans un cadre, dans un domaine assez pointu tel que le juridique ou le médical, si on met sur pied une IA qui hallucine, c'est assez problématique. C'est comme si vous allez chez un médecin, vous faites un diagnostic et le médecin vous donne une fausse, en fait, une fausse recommandation de médicaments, de prescription, d'une ordonnance, en fait, qui n'a rien à voir avec le diagnostic à la base. Et ça peut être aussi que le diagnostic soit faux. Vous venez pour une maladie XY qui correspondrait en toute logique à un diagnostic Y, sauf que derrière, le diagnostic correspond que le médecin vous donne, il vous donne un diagnostic Z. Vous conviendrez avec moi que votre vie est en danger. C'est la même chose ici. On est du même niveau, on est dans le même acabit. Et c'est assez très très problématique dans ce genre de domaine parce que ici on met en danger la vie des personnes. D'où pourquoi aussi l'IA Act. Je reviens sur cette loi que l'Europe a mis sur pied, en fait, l'IA Act pour pouvoir encadrer tous les projets d'IA, un peu comme le GDPR ou le RGPD en français, sur les projets informatiques et la mise sur pied de systèmes d'information, la rétention de données, le consentement, etc. Donc, on est véritablement ici dans le cœur, dans le cadre de ce que je souhaite vous présenter, réellement dans le projet à plus de 100 millions d'euros que je m'apprête à vous présenter. Donc, il fallait que je vous présente en quoi est-ce que le phénomène d'hallucination est problématique. Comment maintenant on essaie de minimiser, on essaie d'apporter une certaine solution quelque part, voilà, par rapport à ce sujet.
C'est ce que l'on appelle donc la mise sur pied d'un système RAG, donc RAG, Retrieval Augmented Generation. Alors, c'est quoi un RAG? Ok. Alors, donc, ici, donc un Retrieval Augmented Generation, c'est une technique d'architecture pour les LLM qui combine quoi? La recherche d'informations pertinentes, donc, mais mise sur pied d'une base de données mise à jour à disposition du système, une base de données que l'entreprise contrôlera par ses connaissances métiers, et après, récupération des informations au sein de cette base de données, parce qu'on est sûr que dans cette base de données, on a les informations les plus pertinentes, on va rajouter donc du contexte à ces informations-là. Et c'est ici dont on parle de génération. Donc en clair, c'est quoi? Le RAG permet à un LLM de répondre à une question en s'appuyant sur une base de connaissances externe plutôt que de tout deviner à partir de son entraînement. Voilà la raison principale, le cœur d'être, la raison d'être d'un RAG. Bon, en anglais, c'est donc RAG, Retrieval Augmented Generation. Par exemple, un utilisateur qui pose la question: quelle est la politique de congé de notre entreprise? Donc, au sein d'un système IA mis sur pied par une entreprise, d'accord? Un employé, un salarié pose cette question: quelle est la politique de congé de notre entreprise? Que va faire le système concrètement? C'est que ici, donc si c'est ChatGPT par exemple en tant que mot valise, hein, donc quand je dis ChatGPT, c'est quel que soit le LLM là d'ailleurs que vous allez utiliser, d'accord, que l'on se comprenne bien. Donc en posant cette question, derrière, que va faire le système? Il va premièrement aller rechercher l'information dans la base de données externe qui a été mise à disposition. Donc le système va chercher les documents internes les plus pertinents, donc PDF, email, page HTML et tout le reste, et récupérer ces informations-là à travers donc un moteur vectoriel. Je reviendrai là-dessus par des processus de vectorisation, d'accord? Et après, envoyer ces informations au sein du LLM pour demander au LLM de rajouter juste en fait du contexte. Rajouter du contexte, en fait, c'est apporter tout la périphérique en fait d'informations de manière alignée à la réponse pertinente qui a été récupérée au sein de la base de données. Donc c'est pourquoi en fait dans une réponse, je vous donne un exemple par exemple. Si quelqu'un donc évidemment ici pose la question de savoir quelle est la politique de congé de notre entreprise, si dans la base de données externe, il est stipulé que un salarié doit avoir 2 ans d'ancienneté, un salarié doit avoir au préalable ne pas avoir pris par exemple 1 mois de congé. Voilà par exemple 2 conditions qui permettraient de comprendre en fait la question de la politique de congé au sein de l'entreprise. Maintenant, le LM va récupérer ces 2 informations pertinentes et rajouter tout simplement des phrases pour compléter, pour que cela puisse faire en fait un paragraphe cohérent ou un ensemble de données assez pertinent. C'est ça l'idée derrière de contextualisation. Et dans cette contextualisation, vous aurez la génération tout simplement à partir de cette base de données externe. Je pense que j'ai assez détaillé un ensemble de choses assez pertinentes pour celles et ceux qui travaillent déjà ou en tout cas qui ont compris à minima ne serait-ce que des simples bases sur l'intelligence artificielle. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous ai fait étalage de tout ceci? Ce n'était pas pour vous fatiguer ou pour vous fatiguer sur tout un tas de choses inutiles. Non, c'était pour vous amener maintenant à ce qui va suivre. Ce qui va suivre maintenant, c'est que vous avez ici donc un exemple concret. Donc, si on n'a pas de RAG, de Retrieval Augmented Generation, on a la possibilité d'avoir un phénomène d'hallucination. Donc, par exemple, quelles sont les obligations de sécurité pour les salariés? La réponse, sans le RAG,
hallucinée, donc générique ou fausse. Donc le système vous répondra avec une réponse pas juste. Maintenant, lorsqu'on met sur pied une base de données STN, donc on met effectivement une architecture RAG, vous allez avoir, donc pour la même question, d'accord, un contexte récupéré dans cette base de données STN, extrait du règlement intérieur de ton entreprise, donc les deux conditions que je vous ai données par exemple tout à l'heure, ok, et après, donc, rajouter du contexte pour pouvoir générer une réponse cohérente et juste. L'avantage, donc, réduction des hallucinations et régulièrement il faudra mettre à jour la base de données STN parce que comme je vous ai dit les données sont vivantes. Il faudrait régulièrement au fil du temps mettre à jour cette base de données. Maintenant moi je vous amène dans le cœur de ce qui fonde mon travail, dans le cœur de ce pourquoi on m'appelle lorsqu'il faut mettre sur pied des systèmes d'intelligence artificielle. Au travers de ce que je viens de vous présenter, j'intègre cela. Maintenant, j'entre dans la précision, je dis bien la précision de la réduction des hallucinations. Ça, c'est la raison principale, une des raisons en tout cas, pour lesquelles je peux être appelé pour pouvoir mettre sur pied un système d'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on parle des réductions, je vous donne un ordre d'idée de grandeur. On est en général, déjà si on est lorsqu'on on intègre un LLM au cœur d'une architecture logicielle, si en sortie, donc la réponse ici que ChatGPT vous donne, si on est à minima à 85% en termes de probabilité de réponse juste, on considère déjà que le système est assez fiable pour l'utilisateur. Toujours est-il que, comme je vous ai dit, ça marche à peu près, c'est valide à peu près de manière générale pour des domaines pas assez contraignants, contrairement aux domaines dans lesquels où on veut quasiment toucher à minima les 95%, en tout cas à minima 90% de réponses fiables comme validation du type domaine santé, juridique, défense. Là, il faudrait taper beaucoup plus haut en termes de fiabilité. Et c'est donc là où j'interviens pour pouvoir apporter encore une valeur ajoutée, une compétence, une précision chirurgicale dans les réponses que pourrait fournir le LLM ici en question. Alors, comment maintenant on fait ça? Comment on met en pratique ce genre d'initiative? Raison pour laquelle je fais cette vidéo. Alors, bon, au passage, si vous êtes ici, si vous avez pu suivre jusqu'ici, likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo parce que je pense que ça vous permettra, et à celles et ceux qui auront cette vidéo, de comprendre en profondeur la vraie problématique des systèmes d'intelligence artificielle, d'intégration du déploiement du système d'intelligence artificielle d'ailleurs au sein des grandes organisations. Comment on fait cela? Je vous présente donc NeuroIndex, d'accord? NeuroIndex, c'est quoi? C'est un projet, je vais pas trop entrer dans certains détails parce que ça va être très très long, mais je vais aller au plus bref et de manière synthétique. Le problème, c'est quoi? Donc, je vous ai précisé, nous sommes dans des environnements assez contraignants, juridique, santé, conformité, défense et tout le reste. ChatGPT simplement venir prendre une API de ChatGPT et l'intégrer à notre système, ça ne nous arrange pas. C'est assez light, c'est assez faible en fait. Nous, on veut aller au-delà du RAG, donc au-delà de la simple de la réduction, au-delà de la simple réduction du phénomène d'hallucination. Pour aller donc au-delà de cela, il faudrait encore rajouter une couche de filtre en fait, donc une couche qui va filtrer, qui va rendre cette base de données STN beaucoup plus précise encore dans la récupération des réponses justes. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on va donc premièrement donc utiliser par les entreprises, les banques, je précisais donc je n'avais oublié, donc les banques, la santé, le juridique, l'industrie, la défense particulièrement et le monde du conseil, d'accord? Par exemple, lorsqu'il faudrait donner rédiger des contrats d'assurance de manière précise, on ne rigole pas avec ça parce qu'une clause de confidentialité ou une clause
pas assez bien détaillé, cela peut coûter des milliards et voire la perte d'une entreprise. Donc, on est véritablement au cœur de ce qui se passe ici. Donc, comment aujourd'hui la situation se présente? Aujourd'hui, nous avons quoi? Par exemple, ici, un exemple, c'est que lorsqu'on intègre un LLM classique, un utilisateur, à travers une interface, vient, il tape cette question: quelle est notre politique de télétravail au sein de l'entreprise? Le système peut répondre comme ceci. Donc, selon nos documents internes, le télétravail est autorisé jusqu'à 3 jours par semaine, blablabla, etc. Mais dans cette réponse, il y a un problème, c'est que le LLM, il n'est pas assez factuel. Les défis, c'est quoi? Il n'y a pas de source, en fait, qui est citée ici. Il y a une impossibilité à vérifier cette information, à savoir si l'information est à jour et qui l'a validée d'ailleurs, quelle est la RH de manière générale qui s'occupe de ce genre de problématiques au sein de l'entreprise. Un risque de conformité, donc la réponse est basée sur des documents pas à jour. Et zéro contre-métier d'ailleurs, ok. Voilà un ensemble de questions qui se posent derrière cette problématique. Maintenant, donc, on est toujours dans le phénomène de RAG, hein, bien sûr. Lorsqu'on intègre maintenant donc un LLM avec une vision de réduction du phénomène d'hallucination, cette fois-ci maintenant, on a toujours cette fois-ci la même réponse, mais sauf que derrière, on peut citer la source, donc où se trouve ce paragraphe, cette donnée, d'accord? Quel est le niveau de confiance de cette réponse? Et la date de dernière mise à jour, par exemple, de cette réponse. Donc là, évidemment, vous avez donc la source qui est citée, un score de confiance, le document. Je peux aller dans ce document, regarder dans telle page, etc. pour pouvoir vérifier que cette réponse est bel et bien celle qui m'a été donnée. Voilà, par exemple, l'essentiel, le cœur de ce qui fait réellement la mise sur pied de ce système d'intelligence artificielle. Maintenant, on monte encore de niveau de précision, d'efficacité. Comment on peut mettre sur pied ce genre de système? Donc, dans le phénomène RAG, il y a ce que l'on appelle maintenant ici, en tant qu'architecte solution, la compréhension logique et sémantique des documents qui sont uploadés, qui sont téléchargés dans une base de données externe qui sera à disposition de notre LLM. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toujours pour faciliter la mise sur pied de l'architecture RAG, au préalable, on va effectuer un premier filtre en fait d'algorithmes. Alors ici, c'est un algorithme innovant, comme je vous ai précisé. Le projet est un projet de grande envergure qui est presque finalisé, qui se trouve actuellement aux États-Unis. Mais je suis simplement en train de vous présenter les grandes lignes en fait. C'est que chaque document, donc PDF, fichier Word, fichier email, HTML, tout ce que vous voulez, d'accord, quelle que soit l'extension du fichier en question, on va faire passer comme à la moulinette, mais au travers d'un algorithme auquel j'ai participé pour me mettre sur pied ce système-là. On va passer ces fichiers-là dans une mise sur pied de compréhension sémantique, logique, détaillée sous forme de théorie de graphes. C'est très simple, hein. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un document, c'est une structure de données, quelle que soit son extension, fichier PDF, Word, etc. La preuve d'ailleurs, c'est que lorsque vous rédigez une spécification, par exemple fonctionnelle, lorsque vous devez expliquer quelque chose tout simplement sur PDF, vous mettez des paragraphes, des titres et des contenus, etc. Des annexes et tout le reste. Tout cela va constituer des métadonnées auxquelles l'algorithme va récupérer pour pouvoir produire une structure de données sous forme de théorie de graphes. La théorie de graphes, c'est-à-dire on va organiser les informations sous forme d'arbres en fait binaires, de manière multi-binaire d'ailleurs, mais avec des nœuds et des arêtes. Et chaque nœud et arête vont être bien définis et structurés pour que l'ensemble en fait puisse comprendre
de manière globale toute la structure du fichier PDF, Word, fichier email, HTML, tout ce que vous voulez. D'accord? Alors, ça, c'est véritablement un challenge, premièrement, qu'il faudra mettre sur pied. Et donc, à partir de cela, qu'est-ce que l'on va faire? On va donc récupérer un fichier, par exemple, donc PDF, disons, ok? On prend ce fichier-là, à travers l'algorithme, on obtient un arbre, en fait, effectué par la théorie des graphes. À partir de là, maintenant, on va, sur la théorie des graphes, récupérer donc tous les nœuds de l'arbre en question, considérer ces nœuds comme étant des extraits validés ou des extraits avec un score de confiance du dit document en question. Et ces extraits maintenant vont constituer la base maintenant à partir de laquelle on va découper ou envoyer un certain nombre d'informations dans le système LLM, ici en l'occurrence ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek ou Mistral. Je vous donne un exemple très concret. Ici, voici l'outil que j'avais designé à la base pour cette entreprise en question dont je tairai le nom. Imaginez ici, vous avez un document, ok? Le document s'appelle politique de confidentialité, ok? C'est un nom fictif, hein, bien évidemment. C'est juste une démo parlante que je suis en train de vous faire. Le document politique de confidentialité. On va passer au crible, en fait, ce document au travers de l'algorithme auquel j'ai participé. Cet algorithme, en fait, va convertir le document sous forme de théorie de graphe, donc en un graphe, voilà, descriptible par ses nœuds et ses arêtes. Et chaque nœud du graphe, en fait, va être, en fait, un extrait ayant un score de confiance du document en question. Ici, par exemple, vous avez ici, en anglais, donc 12 chunks, donc des morceaux, en fait, des extraits. Ces extraits, par exemple, ici, donc, politique RGPD, article 1, article 2, jusqu'à article 12, ok? Parce que, ici, vous avez eu 12 chunks en anglais, donc, morceaux, extraits, ok? Donc, maintenant, et chaque extrait, on va dire, est une partie, comme au sens mathématique, un sous-ensemble du document. Et donc, vous avez le contenu de chaque extrait ici, avec un score de confiance, ok? Maintenant, pour l'entreprise, donc ça, c'est l'algorithme qui le fait. L'algorithme a déjà été testé à plusieurs maintes reprises pour pouvoir donc avoir cette représentation assez riche et variée. Comme on est confiant de l'algorithme, en fait, on peut le déployer et prioritairement obtenir ce genre de résultats. À partir de là, maintenant, que va faire l'entreprise en question? C'est maintenant d'utiliser un modèle LLM en particulier pour pouvoir donc intégrer l'IA au sein de son système. Ici, par exemple, vous voyez bien que dans cette interface, l'entreprise a préféré OpenAI. Alors, ça peut être aussi que, à la base, en tant que architecte solution, expert en intelligence artificielle, que l'on puisse me demander, trouve-moi la meilleure structure d'arbre théorie de graphe qui correspondrait au modèle spécifique d'OpenAI. D'accord? Donc là, il faudrait que j'étudie quel est dans sa structure de données la fenêtre contextuelle et pertinente et surtout bien sûr optimisée pour chaque morceau de document. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait être minutieux et chirurgical dans cette approche-là. Parce qu'en fonction du fait que vous allez prendre OpenAI, Claude, Mistral, etc., vous n'allez pas avoir des extraits ayant la même taille. Donc la même longueur de mots, de phrases, etc. D'où un découpage assez varié, mais riche et adapté à chaque modèle. C'est très important parce que si cela n'est pas bien fait, cela voudra dire que des informations vont être découpées de manière hasardeuse et donc les utilisateurs en sortie in fine ne pourront pas avoir, risqueront de ne pas avoir l'information la plus pertinente à les questions. Et comme je vous ai dit, nous sommes dans un domaine assez précis, assez riche. Il faudrait donc
être minutieux là-dessus. J'entre maintenant un peu dans un autre aspect mathématique pour vous donner la crédibilité de ce genre de système. C'est quoi? C'est que une fois que nous avons un exemple ici, par exemple, d'extrait assez riche, un exemple là, bien sûr. Donc, si on considère que le score de confiance ici, c'est 92, cela voudrait dire que nous avons, par exemple, le nombre de tokens, donc le nombre d'unités de mots. Je précise bien, un token, unité de mots qu'utilise le LLM en question. Ici, dans le cas pour ChatGPT, la dimension, le modèle d'embedding, donc le modèle de système vectoriel que ChatGPT utilise, d'accord, et le contexte du document en question. À partir de là, l'entreprise a plusieurs options. On peut faire intervenir un expert métier, donc si on est dans la santé, la défense, etc., qui a la connaissance du métier, la connaissance du terrain, passer en revue, en lecture, ce contexte et apporter un certain nombre d'informations, par exemple à éditer, voilà, je peux rajouter un certain nombre d'informations, ou retrancher bien évidemment, ok, c'est comme vous le souhaitez, et sauvegarder, ok, et à partir de là maintenant, on va vectoriser chacun de ces extraits. Vectoriser, donc convertir ces extraits sous forme de vecteurs denses, de vecteurs d'embedding. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Ces vecteurs d'embedding, en fait, donc ces vecteurs qui vont indexer ces informations, vont être envoyés dans une base de données externe que je vous ai présenté dans le préambule précédemment, dans le modèle HUAC. Et c'est donc à partir de là que vous aurez maintenant le travail que un LLM véritablement va effectuer à chaque fois que un utilisateur posera sa question. Cela veut dire que une fois la mise documentaire, donc le processus de filtrage via l'algorithme pour la théorie des graphes, une fois ceci effectué, le système derrière maintenant, les experts métiers passent en revue les extraits, on retranche, valide ou pas, ou apporte des corrections. On vectorise ensuite, on indexe ces données-là par le vecteur d'embedding du modèle en question, donc chez OpenAI par exemple. Et après ceci, on envoie maintenant tout ceci dans une base de données vectorielle, à partir de laquelle maintenant, quel que soit le modèle utilisé, Claude chez Anthropic, OpenAI, Gemini, DeepSeek ou un RAG interne, par exemple Mistral, enfin bref, et d'autres LLM en question, vont récupérer l'information sur cette couche pour apporter la dernière information à l'utilisateur final. Quand on effectue ceci, les résultats sont probants et montrent que on passe de 90 à 95% de réponses fiables en fait à ce genre de système. Ici, j'avais rédigé une certaine page en fait pour vous montrer à quel point une entreprise par exemple peut venir. Donc ici, j'ai changé de modèle LLM, je suis passé chez Claude, ok. J'ai plusieurs comptes. D'ailleurs, je vous incite à utiliser plusieurs modèles effectivement pour que vous puissiez comprendre les spécificités et les subtilités de chaque modèle. Donc ici, par exemple, une entreprise TechCop, par exemple, qui intègre le système que je vous ai présenté tout à l'heure, NeuroIndex, donc un système, pas indexation vectorielle, mais qui apporte une précision encore beaucoup plus chirurgicale par rapport aux règles classiques que l'on fait là d'ailleurs au sein des entreprises, parce que évidemment, on fait appel à des notions très pointues en mathématiques et en processus de vectorisation. Donc ici, comment ça se passe pour vous donner un ordre d'idée? L'accueil, elle est là. Donc l'entreprise en question met sur pied ou adopte plutôt, on va dire, NeuroIndex. Son but, c'est de pouvoir avoir des réponses beaucoup plus précises, ici de l'ordre de 94% par rapport à ce qui se fait là dehors. Donc, on est dans des domaines assez pointus, santé juridique, militaire, défense et banque, par exemple, ou du conseil pour la rédaction des contrats assez très très pointus. Un utilisateur, par exemple, va télécharger ou glisser un document. Une fois le document rajouté, l'algorithme traduit ce document sous forme de théorie de graphe. Ok, je vous en passe des détails.
chaque nœud du graphe est un extrait du document, un sous-ensemble du document. Ce sous-ensemble, en fait, a déjà été testé et montré que dans son optimisation, nous avons un sous-ensemble très pertinent pour pouvoir directement être envoyé dans un modèle de langage type ChatGPT, type Claude, type Gemini, type Mistral, etc. Et donc, la validation peut aussi être rajoutée par d'autres informations de l'expert métier du terrain pour apporter encore plus de précision, si est encore mieux, mais sans pourtant, bien sûr, en dépasser le contexte de prise en compte du vecteur d'embedding, de la dimension du modèle en question, pour ne pas dépasser, évidemment, la taille, le nombre de tokens, d'accord? Il faut toujours rester dans ce périmètre-là. Et à partir de là, donc, comme je vous ai dit, soit rejeté, modifié, validé, ok? Lorsqu'il y a des validations, on envoie directement dans une base de données externe, et à partir de là, lorsque l'utilisateur pose une question, le système fournit une réponse de confiance de 96% minima, apporte la source dans laquelle se trouve l'information, et peut également, si on le souhaite, mettre le nom de la personne qui a validé ce document au sein de l'entreprise. Donc, ce qui fait que l'utilisateur, non simplement, a la réponse juste et est confiant, mais au-delà, il peut contacter la personne en particulier au sein de l'entreprise pour valider cette réponse en l'occurrence, pour avoir d'autres réponses et tout le reste. Sur ce, je vais m'arrêter là. J'espère que ça a été très clair pour vous. Comme je le dis, je précise bien, ceci a été développé, alors une partie, bien évidemment, de ce que je vous présente, c'est le fruit de mon travail, c'est la raison pour laquelle je vous présente uniquement ma partie. Et après, le reste, évidemment, a été prolongé par des développements aux États-Unis et en Allemagne. Mais voilà réellement comment on utilise l'IA au sein des grandes entreprises. On n'est pas ici dans la simple utilisation, dans le simple usage de taper comment résoudre une équation différentielle du second ordre. Voilà. Je pense que comme on est dans un monde dans lequel il n'y a plus de connaissances stables, les gens maintenant délèguent tout et n'importe quoi aux intelligences artificielles, alors que ces systèmes ont été conçus à la base pour vraiment véritablement mettre sur pied des outils assez puissants tels que je viens de vous présenter. C'est vraiment ce pourquoi est-ce que lorsque des entreprises comme aux États-Unis, type NSA, etc., utilisent ces outils, c'est dans ce cadre en fait que ces entreprises mettent sur pied des projets de ce type. On n'est pas dans l'usage de savoir combien coûte le prix d'une baguette et tout le reste. Bon, voilà. Ceci était quand même une petite précision de ma part. Pour finir, qu'est-ce que je peux vous dire? Par exemple, ici, je vais vous donner pour vous rassurer, parce que je pense que il y a tout un tas de crétins aussi là d'ailleurs, je précise bien, dans un monde dans lequel la connaissance est partout, est diffuse, beaucoup de personnes ne veulent pas s'informer, ne veulent pas entrer en profondeur. Je vais vous donner un ordre d'idée de grandeur. Je crois que j'avais déjà tapé, mais je vous donne ici, je vais réinitialiser ceci. Donc, combien ce projet a-t-il été valorisé? À combien, à peu près? Alors, la fourchette, alors tout à l'heure c'était beaucoup plus que ça, mais un minimum, vous voyez, la fourchette de valorisation, on est entre 8 et 25 millions d'euros. Là, on est uniquement sur la partie MVP, donc le minimum valuable product, ok? Pour pouvoir valider ce concept. Cela a déjà été fait et maintenant la mise sur pied concrètement, in fine, on est dans les centaines de millions d'euros. D'accord. Voilà, je pense que ceci a été très clair pour moi, de ma part. D'autres thèmes que vous voudriez prolonger dans votre compréhension, c'est par exemple, c'est quoi la théorie des graphes, pardon. Je vous invite à aller étudier ces concepts-là, de pouvoir comment pouvoir utiliser ça à profit et de manière efficace pour pouvoir créer des systèmes de manière résiliente. Donc, un graphe, tout simplement, comme je vous ai dit, c'est un ensemble de nœuds et d'arêtes. Donc, de nœuds liés entre eux.
Donc les arêtes, des liaisons qui vont permettre en fait la relation entre deux nœuds ou plusieurs nœuds. Voilà, je pense que ça a été très clair. Mettez un like, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo ou ce tuto, je dirais plutôt une masterclass, bien évidemment, parce que j'ai balancé tout un tas d'informations assez riches et denses de manière très rapide. J'ai pas eu le temps de pouvoir entrer en profondeur sur chaque mot. J'ai essayé en tout cas de vous donner les grandes lignes parce que je pense qu'il est essentiel de penser par vous-même, mais avec une information comme dans le modèle grec, une information pertinente, et le reste, c'est à vous de rajouter le contexte derrière pour pouvoir enrichir votre propre pensée. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et on se retrouve à la prochaine pour notre compréhension de l'IA de manière plus riche. Au revoir.